Bienvenue à 24 heures chrono. Nous sommes à présent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pays situé en Afrique centrale. La RDC, c'est 5 fois la France. Le pays fait plus de 2 millions de kilomètres carrés. Il est souvent présenté comme un scandale géologique puisqu'il possède d'énormes ressources minières. Cependant, son développement n'est pas à la mesure de ses potentialités. C'est donc un pays d'opportunités. Il attire d'ailleurs de nombreux investisseurs, la Chine, l'Inde, la Belgique, car il faut rappeler que la RDC est une ancienne colonie belge. Deux invités sur ce plateau, Luc Alade, ambassadeur de France en RDC, et Yacine Sio, cofondateur d'Amani Express. Monsieur l'ambassadeur, quel est le poids de la France en RDC aujourd'hui ? Ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue du poids politique, je crois qu'il est essentiel, sans fausse modestie, puisque la France, depuis très longtemps, tient la plume, comme on dit, à New York, au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour toutes les résolutions, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, concernant la situation en République démocratique du Congo. Donc c'est un pays qui nous est cher, dont on est proche politiquement, qu'on a beaucoup soutenu à travers les différents événements souvent dramatiques qu'il a connus, et qu'on continue évidemment à soutenir dans ses efforts pour sortir de cette situation de crise ou de post-crise qu'il a connue et qu'il connaît encore depuis pas mal d'années. Donc du point de vue politique, la France a un poids très significatif en République démocratique du Congo, ou pour même, je devrais dire, la République démocratique du Congo. Le deuxième élément, c'est que la RDC, vous avez cité sa superficie, ses richesses, son potentiel, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, le premier pays francophone au monde. Puisque en termes de population, même si tout le monde ne maîtrise pas parfaitement le français, c'est le pays francophone le plus peuplé de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, c'est en termes de francophonie, et compte tenu de sa position géographique, un enjeu essentiel. Nous sommes ici à TV5, donc quelque part dans la maison de la francophonie. C'est un enjeu essentiel en termes de francophonie. Après, il y a l'aspect économique. Et là, vous évoquiez le décalage entre l'aspect politique et l'aspect économique de la RDC. C'est un peu la même chose pour ce qui concerne la présence française. Elle s'est développée ces dernières années avec l'implantation de groupes français importants, comme notamment Orange, Total, Bolloré, Bivac, etc. Mais néanmoins, compte tenu du potentiel de ce pays, je dirais qu'il reste une marge de progression significative pour peu que le climat des affaires puisse s'améliorer et que, effectivement, les investisseurs français qui sont prêts à investir puissent le faire dans des conditions satisfaisantes et rassurantes pour eux. Mais face à des investisseurs comme la Chine, aujourd'hui, qui est de plus en plus présente en RDC, quelle est la situation, la position de la France ? Bien, la Chine est très présente parce qu'effectivement, elle investit beaucoup dans le secteur minier, notamment, et dans le secteur des infrastructures. Mais la France a une carte à jouer très, très clairement dans le secteur des services, dans le secteur des infrastructures de transport. Je crois d'ailleurs que mon voisin pourra en parler facilement, plus facilement encore et plus concrètement que moi. Mais on a clairement des créneaux. Je veux dire, les Chinois sont très présents, effectivement, mais ils ne prennent pas tout. Et ce pays, vous l'avez dit, a un potentiel tellement important que, comme le disent souvent les autorités congolaises elles-mêmes, il y a de la place pour tout le monde, y compris pour les investisseurs français qui souhaiteraient effectivement se projeter sur ce pays. Et il y a beaucoup d'opportunités d'affaires. Simplement, c'est un climat un peu difficile. Il y a une part de risque, comme dans tout investissement, à prendre en considération. Mais nous sommes là pour essayer de les accompagner et de les aider. Et je crois qu'on y arrive relativement bien, malgré les difficultés que peuvent connaître au quotidien certains de nos compatriotes qui investissent dans le pays. Il y a encore une marge de progression importante, même si dans le secteur minier, nous ne sommes évidemment pas les premiers acteurs. Alors, au mois de juin, l'année dernière, vous avez organisé la première semaine économique française à Kinshasa. Quelles leçons tirées de cette première expérience ? Une leçon positive parce que c'était une première, effectivement. On va à la réalité, cette semaine économique française de Kinshasa, parce que justement, elle a eu beaucoup de succès. D'abord, on a eu une excellente réponse de la part des groupes français, ceux qui sont des entreprises françaises présentes sur place, bien sûr, mais aussi venant de l'extérieur. Il y a eu une excellente couverture médiatique, TV5 qui a d'ailleurs largement participé et contribué. Et il y a eu un franc succès politique interne, puisqu'on a eu la présence du Premier ministre pour la journée inaugurale pendant plus de 3 heures, parce qu'on a eu la présence des tables rondes qui ont
été animées chaque jour par au moins 1 ou 2 ministres à chaque fois présents sur les plateaux des tables rondes en question, sectorielles ou thématiques. Et donc, il y a vraiment eu un bel engouement, plus un public nombreux qui est venu voir les stands, visiter les stands des entreprises qui avaient bien voulu exposer. Donc, un vrai succès, ce qui a montré que malgré certains sceptiques au départ, qu'on pouvait effectivement faire la promotion économique française en République démocratique du Congo, et en l'occurrence à Kinshasa, avec un succès tel que nous allons rééditer cette année. J'espère qu'on aura encore plus au mois de juin, j'espère qu'on aura encore plus d'entreprises, j'espère bien que un ministre français pourra être présent cette fois-ci et qu'on pourra effectivement montrer que le savoir-faire français peut s'exporter aussi en RDC et notamment à Kinshasa. Nous allons marquer une pause avec une page publicitaire. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. J'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité, Étienne Giraud, qui est président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique, le CIAN. Mais je vais d'abord m'adresser à vous, Yacine Sio. Vous avez été chef d'entreprise en RDC, je devrais préciser jeune chef d'entreprise, parce que à l'époque vous aviez 20 ans, c'était en 2010. Vous étiez installé à l'est de la RDC, une zone où l'insécurité règne quand même depuis plusieurs décennies. Quelles leçons vous gardez de cette expérience ? Bon, l'expérience était très enrichissante, quoique difficile par certains moments. Investir dans un pays qui est 184e sur 190 dans le rang des pays, les classés les plus corrompus sur le monde, c'est pas évident tous les jours. Maintenant, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a un paquet de jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi et qui sont prêts à travailler. Nous, on a trouvé un gérant qui avait un master en philosophie. Il a travaillé pour nous pendant 2 ans. Donc ça, il y avait une expérience humaine qui a été très enrichissante. Sur le plan des affaires, des activités en tout cas aussi. Maintenant, si je devais m'adresser aux Français désireux de s'installer sur place, je leur dirais quand même qu'il y a beaucoup d'obstacles sur place pour développer ces activités et les pérenniser. Lesquels en particulier comme obstacles? Bon, nous on avait investi dans le transport des biens et des personnes. Exactement, terrestre, donc principalement les routes qui sont délabrées. Il faut savoir qu'il y avait plus de routes goudronnées en RDC en 1960 qu'en 2008. Dans une région comme le Nord Kivu, dans laquelle nous on était basés, qui compte 6 millions d'habitants, il y a 30 km de goudron dans une ville comme Goma et 60 km dans une ville comme Beni. Donc un peu moins de 100 km de routes goudronnées. Donc d'abord l'état des routes, ensuite bien entendu certains problèmes avec les autorités locales aussi. Il peut y avoir du harcèlement administratif, fiscal. Et puis des problèmes aussi du quotidien. Il y a très peu d'électricité, en tout cas dans la ville de Butembo dans laquelle on se trouvait. Donc du délestage en continu, des coupures de courant qui font que vous ne pouvez pas mener vos activités à bien. Et donc l'électricité, puis aussi une très mauvaise, des opérateurs télécoms qui ne sont pas vraiment fonctionnels, donc un mauvais réseau, ce qui permet de ne pas très bien coordonner aussi ses affaires, et une mauvaise connexion Internet. Étienne Giraud, quel est l'environnement des affaires aujourd'hui en RDC, à la veille d'une élection présidentielle en 2016, mais qui est déjà très contestée aujourd'hui? Alors, d'abord, sur le plan économique, l'environnement général n'est pas mauvais au plan macroéconomique, puisque la taux de croissance est supérieur à 8%. Il y a une inflation à peu près de 5%. Mais qui n'est pas ressenti dans le panier de la ménagère. Non, pas du tout. Mais et il y a
un taux de croissance... pardon, il n'y a pas de problème de monétaire non plus, puisque l'économie est à la fois dollarisée donc c'est effectué en dollars pour les exportations ou les mouvements internationaux, et avec le franc congolais à l'intérieur. Donc ça, c'est des éléments favorables, indéniablement, et il y a des efforts de rationalisation de l'économie. En revanche, je rejoins mon voisin en signalant évidemment les problèmes assez classiques que sont le harcèlement, l'incertitude fiscale, et il faut bien appeler un chat, la corruption, qui est répandue et qui est un problème pour ce pays. Je vais vous donner un chiffre. Il y avait à peu près, il y a une dizaine d'années, à peu près 700 à 750 entreprises stables, installées formellement à Kinshasa. Aujourd'hui, elles sont moins de 200. Donc et pour quelle raison ? Une partie est passée dans le secteur informel pour éviter le harcèlement et la pression fiscale, et l'autre partie a fermé parce que le taux d'impôt, par exemple, ou les difficultés économiques administratives les ont empêchés de développer leurs affaires. Donc confiance, mais gros progrès à faire. Yacine Siro, quels conseils vous donnerez aujourd'hui à des jeunes expatriés qui voudraient s'installer en RDC, peut-être pas à l'Est, hein, parce que c'est encore une zone sensible? De bien apprendre, de bien connaître le pays avant d'y aller, peut-être déjà. Et s'ils sont désireux de s'installer dans l'optique de monter une entreprise, je leur dirais de passer entre autres par l'ANAPI, donc c'est une agence congolaise, donc c'est l'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui accompagne, conseille les gens qui voudraient investir au Congo, qui permet d'avoir aussi, qui facilite l'obtention des permis, des licences, des autorisations, qui assure aussi... Le permis, vous entendez le permis de travail, hein? Non, enfin, oui, donc les visas d'établissement, mais aussi les permis, les licences nécessaires à vos activités. Donc il y a un accompagnement, donc je leur dirais vraiment de rentrer en contact avec l'ANAPI, oui, tout d'abord. 2016, Étienne Giraud, c'est une période à risque, hein. Comment vous pressentez quelles pourraient être les incidences ou les conséquences de cette période au plan des affaires pour les entreprises françaises notamment? C'est la grande échéance, surtout dans un pays, comme vous l'avez souligné, avec 70 millions d'habitants, et l'importance qu'il a dans le domaine de la francophonie et dans l'Afrique centrale. Un scénario possible était que le président actuel, M. Kabila, veuille se représenter pour un troisième mandat, ce que la Constitution, pour l'instant, lui interdit, et donc il tente une procédure constitutionnelle de modification de la Constitution. Ce qui fait aujourd'hui l'objet d'un débat au Parlement. Ce qui fait l'objet d'un débat au Parlement, et compte tenu des événements qui sont passés au Burkina Faso, ce scénario est très hypothétique. Il y en a un deuxième qui consiste à penser ou à croire que les élections vont être repoussées, car pour organiser les élections, il faut quand même l'unité du pays, il faut pouvoir se rendre dans tous les territoires, il faut établir les listes électorales, et il faut doter les gens de cartes d'identité, par exemple. Tout ceci a pris beaucoup de retard, et un scénario possible est que les élections soient repoussées. Et il me semble que la paix dans le pays ou la stabilité sera largement améliorée si une échéance est donnée. La difficulté pour le milieu économique, c'est l'incertitude. Et s'il est annoncé que les élections sont repoussées pour les raisons techniques que je viens d'expliquer, sans échéance, ça peut être la cause de trouble. Cette incertitude est partagée par vos homologues de la Chambre de commerce congolaise également? Oui, je crois que c'est une vision assez partagée. Et le scénario vraiment sérieux à envisager, c'est ce report des élections. Donc, restera à savoir si ça se fait d'une manière rationnelle ou d'une manière vague. Et à ce moment-là, il peut y avoir quelques troubles, quelques émois dans la population. Je vous propose à présent de regarder un reportage sur la fiscalité en RDC. Alors, c'est fait un petit peu la transition également avec la question des difficultés des entrepreneurs qui arrivent. C'est que effectivement, il y a souvent une espèce de harcèlement administratif et fiscal pour des entrepreneurs qui s'inscrivent au guichet unique des entreprises, donc pour s'y matriculer, et qui souvent, malheureusement, ont la visite de beaucoup d'agents administratifs et notamment de contrôleurs des impôts qui viennent régulièrement. On sait très bien essayer de soutirer un petit peu quelques sous. Après, les choses se tassent, mais il est vrai que, donc, par transition, le régime fiscal en RDC, que ce soit sur les entreprises ou sur les particuliers, mais surtout sur les entreprises, est assez lourd et assez complexe parce qu'il y a un enchevêtrement de textes nationaux, provinciaux, communaux, etc.
qui sont assez difficiles à comprendre, mais quand on est accompagné, justement, cette compréhension se fait et les pièges, on arrive à les éviter. Yacine Sio, une réaction à ce témoignage de l'avocat Romain Batageon? Je crois qu'il a un peu tout dit. Donc il y a un harcèlement fiscal au quotidien que moi j'ai vu aussi par des employés, des fonctionnaires en fait de la Direction générale des impôts qui viennent frapper à votre porte tout le temps avec différents textes provinciaux, communaux, nationaux comme il l'a dit. Ce qu'il faut faire, moi en tant qu'entrepreneur, ce que je faisais, c'est que je faisais un petit peu bouclier, donc je gardais du sang-froid pour protéger un petit peu les salariés et l'activité derrière, en essayant d'être patient et de dire, bon, moi j'ai regardé de mon côté, notamment par exemple en appelant l'ANAPI, cette agence-là qui peut vous accompagner, ou en appelant des cabinets comme dans lequel M. Batageon travaille, pour essayer de savoir si effectivement ce texte qui présente le régime fiscal est correct ou pas, avant de tout de suite donner, de céder à la pression et de payer. Étienne Giraud, je suppose que le point sur la fiscalité vous concerne au premier chef. Il nous concerne au premier chef et on partage ce qui a été dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un double problème pour les entreprises formelles installées en RDC. Le premier problème, c'est que le secteur formel est relativement faible et pèse relativement faiblement dans l'économie du pays, puisqu'on ne connaît pas par définition le poids du secteur informel, mais supposons que ce soit à peu près la moitié de l'économie du pays, ce qui veut dire que le coût de l'État et l'imposition ne frappent que la moitié des activités économiques. Donc, proportionnellement, on peut dire qu'il est 2 fois plus élevé qu'il ne devrait l'être, compte tenu de la richesse du pays. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème qui s'ajoute au premier, c'est que vous avez, comme ça a été dit, du harcèlement, des sollicitations indues, pour ne pas dire de la corruption, ou des tentatives de corruption, qui pèsent lourdement sur les entreprises. Et ça, c'est 2 choses très difficiles pour la rentabilité des entreprises. Je vous propose de marquer une pause pour une page publicitaire. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Nous accueillons une nouvelle invitée, Noémie Lisbeny-Boyer, de Sciences Po Paris, mais également de l'Institut Carter Center. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez parlé surtout de l'éthique, on vient de parler de la fiscalité, mais de la corruption, comme le soulignaient Yacine et Étienne Giraud. Le code des investissements en RDC, quel est-il aujourd'hui ? Alors, dans le domaine minier, il y a un code minier qui est entré en vigueur en 2002 et qui est une base de référence pour les investissements miniers. Néanmoins, on a beaucoup d'entreprises qui sont encore qui ont signé des conventions minières avant 2002 et qui sont encore sous le régime de ces conventions minières, qui sont très différentes du code minier, avec par exemple des défiscalisations totales pour ces entreprises. Alors quand on parle d'éthique, ça vaut pour le pays, bien sûr, mais ça vaut également pour les entreprises qui viennent y investir. Est-ce qu'elles sont forcément dénuées de tout soupçon ? Exactement. On parlait tout à l'heure, Yacine parlait tout à l'heure de l'harcèlement des administrations, des inspecteurs des impôts, etc. On a aujourd'hui des grandes entreprises internationales qui sont implantées en RDC et qui, eux, justement, ne payent pas assez d'impôts, et ce sont des impôts qui pourraient permettre le développement du pays. Et c'est ici les impôts importants plus que les petites et moyennes entreprises. Alors quand on parle de la RDC, Yacine Sio, vous qui avez vécu pendant 3 ans, on parle sur les 11 provinces, il y en a 3 qui sont essentielles.
au plan économique. Il y a la ville-province de Kinshasa, il y a le Katanga, et puis il y a également le Bas-Congo avec le port de Matadi. Quelles sont les potentialités des 9 autres provinces? Notre province, bon, un peu dans tous les secteurs. Des 8 autres, un peu dans tous les secteurs. Bon, ce qu'il faudrait, c'est aussi que la RDC en fait se diversifie parce que là, elle est beaucoup trop dépendante de l'activité minière et surtout de la volatilité des prix qui peuvent faire que du jour au lendemain, comme en 2008, des milliers d'ouvriers se retrouvent sur le carreau du jour au lendemain. Donc là, à l'heure actuelle, la RDC en fait tente d'attirer des investisseurs, surtout dans le domaine de l'agro-industrie, en créant des parcs agricoles où il y a de l'agriculture intensive qui s'y pratique. Donc ça, c'est Mais il est toujours présenté comme le secteur primaire en RDC, l'agriculture. Oui, bon après, le secteur des services aussi est en plein boom. On voit qu'on est passé de quelques opérateurs télécoms. Il y avait à peine 300 000 personnes qui avaient accès à un téléphone en 2003. Maintenant, ils sont près de 20 millions. Il y a un boom immobilier aussi en RDC. Donc, je crois... Dans les services, il y a aussi des choses à faire, le télécom, l'assurance, les énergies, bon, les énergies, donc ça c'est plutôt plus primaire, mais aussi l'hôtellerie, le tourisme qui doit se développer. Et ça, c'est principalement à l'Est, où il y a une très belle région, on peut aller visiter des gorilles, des parcs naturels, mais qui ne sont pas du tout développés pour le moment, où il n'y a absolument aucun touriste. Mais au niveau des PME, quels sont les secteurs à promouvoir aujourd'hui ? À promouvoir aujourd'hui, je dirais l'hôtellerie quand même aussi. Encore une fois, dans les PM... Non, mais je dirais dans l'agroalimentaire, que les Français peuvent s'y rendre. Oui, les télécommunications, tout ça. Principalement. Dans tous les secteurs, finalement. Oui, Léonie. Mais c'est vrai que pour l'agroalimentaire, c'est une nécessité et il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi l'hôtellerie, effectivement, par exemple, sur le lac. La RDC a cédé énormément de terres à la Corée et à la Chine. Hein. Oui. Bien sûr, les Chinois sont implantés, mais la RDC est assez grande. Plus de 120 millions, d'hectares de terres arables. Donc il y a encore de quoi faire. Et d'ailleurs, le gouvernement, pardon pour l'expression, mais fout le paquet en ce moment sur ce domaine-là. Mais en dehors des mines et des PME, les autres secteurs porteurs, vous avez parlé de l'agriculture, mais il y en a peut-être d'autres également. Hein, il y a les cosmétiques, le transport maritime, fluvial, terrestre. On sait aussi que le fleuve Congo est un des plus grands bassins hydrauliques du monde. Et je crois que le gouvernement chinois est en train aussi d'envisager de construire et réhabiliter certaines écluses justement sur le fleuve Congo pour qu'il soit, pour la première fois de son histoire, navigable du début à la fin. Et qui puisse produire de l'énergie également, de l'énergie électrique. Avec le barrage Inga 3, oui. Pour les entrepreneurs, je pense que tous les secteurs sont assez porteurs, puisqu'il y a une demande très forte dans tous les secteurs. Yacine nous parlait des cosmétiques. Là, exactement, c'est assez difficile à trouver, pas de production sur place, tout est importé. Pareil pour une grande partie des produits des produits agroalimentaires. Donc je pense que tous les secteurs sont finalement porteurs, puisque la demande est si forte et l'offre assez réduite. Alors, il y a un secteur dont on parle beaucoup en RDC, c'est le secteur de la sécurité. Vous en savez quelque chose, Yacine, puisque vous avez vécu à l'Est. Et je vous propose de regarder ce sujet sur la sécurité en RDC. Donc là, je voudrais tordre le cou à un cliché, effectivement, qui circule beaucoup sur la RDC et notamment sur Kinshasa. J'entends ici ou là que les expatriés qui vont là-bas ont des difficultés à trouver une assurance pour leur famille ou pour leurs propres assurances personnelles, se voient attribuer des primes de risque car cette ville est considérée comme très dangereuse. La réalité est quand même tout autre. L'insécurité en RDC est essentiellement localisée à l'extrême est du pays, à la frontière du Rwanda, mais Kinshasa en elle-même n'est pas plus dangereuse que notre mégapole de 10 millions d'habitants qu'elle est et qu'on retrouvera partout dans le monde, le même problème de sécurité dans quelques petits quartiers, je dirais, ou quelques zones du pays, de la ville, plus particulièrement touchées par la pauvreté. Mais l'essentiel de Kinshasa est une ville sécure et avec une ambiance, peut-être même trop d'ambiance pour certains qui voudraient de la tranquillité, mais avec beaucoup d'ambiance, de chaleur humaine, d'une vie assez festive, très connue depuis des décennies et qui devient de plus en plus envahissante, peut-être même pour certains habitants qui subissent parfois le vacarme des concerts, des fêtes, etc. Noémie, une réaction à ce sujet ? Oui, je suis d'accord. La RDC est un pays très festif. C'est le pays des ambianceurs, comme on dit. Exactement. C'est le pays des ambianceurs. C'est un pays où la vie est assez agréable au quotidien. Et effectivement, la première fois la fois où j'y suis allée, on m'a dit n'y va pas, c'est trop dangereux. Regarde la carte publiée sur le site du ministère des Affaires étrangères, c'est rouge.
On m'a vraiment prévenu de la part de gens qui n'y étaient jamais allés. Et quand je suis arrivée là-bas, notamment en province, Lubumbashi, Bukavu, etc., j'ai été surprise par justement le fait que ces villes étaient sûres et qu'on pouvait y avoir une vie tout à fait tranquille. C'est peut-être pas l'avis de Yacine, parce que vous, en 2013, vous avez dû fermer votre entreprise avec l'arrivée du M23 à l'Est. Oui, donc ils ne sont pas arrivés dans la ville même. On a appris que voilà, ils avaient pris la ville de Goma et qu'ils planifiaient peut-être de remonter vers le nord. Donc on est parti plus par anticipation que par réel danger immédiat. Mais je veux quand même rejoindre les propos aussi de Noémie en disant que le Congo, même si j'étais à l'est, dans une région qui peut paraître un peu difficile, souvent, je les minimise pas, mais ces exactions se font en brousse. Et quand on habite dans une ville comme moi, à Butembo, oui, moi j'étais plus proche aussi de ce climat d'ambianceur que vous parlez, que d'une vraie rébellion Maï-Maï qui nous importunait au quotidien. Par contre, il est vrai que dans une ville comme Butembo, Goma, il y a de l'insécurité, mais il y a une délinquance presque de droit commun, si vous voulez. Les réels problèmes armés dont on parle en fait à l'international, c'est des choses qu'on voit pas trop quand on y va, sauf à emprunter des routes de brousse ou à faire certaines routes qui sont difficiles et pour lesquelles il n'est pas conseillé d'aller. Luc Alade, l'ambassadeur de France en RDC, le rappelait tout à l'heure, la RDC est le plus grand pays francophone. Quel est le niveau de français en RDC dans un pays où on sait qu'il existe quand même 5 langues nationales qui sont importantes, Noémie? Je l'ai trouvé excellent. Et justement, quand on a deux Congolais qui ne parlent pas la même langue maternelle, un parle le lingala, l'autre le swahili du Katanga, et leur langue commune est le français. Et je trouve justement que c'était un excellent niveau de français en RDC. Excellent. Yacine, vous partagez l'avis de Noémie? Je partage tout à fait. Moi aussi, j'ai été sidéré en arrivant dans une ville comme Goma ou Butembo, à l'est, où même un gamin de 12 ans parle donc le kinandé, sa langue, disons, vernaculaire à la maison, le swahili, le lingala par la musique, la radio qu'il entend nationale, et le français. Et puis comme on est à l'Est et qu'il y a une grosse influence anglophone du fait de la proximité avec l'Ouganda et le Rwanda, quelques mots d'anglais aussi, à peine 12 ans. Quoi. Donc il y a un capital humain et linguistique sur... Ouais. Je vous propose de marquer une pause pour une page de publicité. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Nous accueillons un nouvel invité sur ce plateau, Marc Frontrier, consultant Afrique, itinéraire interculturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est écrit dans le texte, c'est-à-dire que nous nous chargeons de former à l'expatriation dans tous les pays possibles sur la planète, à partir du savoir, de l'expérience de terrain d'un certain nombre de consultants, les cadres supérieurs la plupart du temps, des grandes entreprises françaises qui justement ont décidé d'investir ou sont déjà établis à l'étranger au titre des relèves. Alors, alors nous les entreprenons sur les savoirs fondamentaux, histoire, géographie, ethnologie, linguistique, etc., et surtout sur le comportemental, afin que notamment ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité de travailler à l'étranger et sur le continent africain, en ce qui me concerne, de leur donner quelques clés ou les clés essentielles du savoir-faire, du savoir-vivre et du savoir-être. Le comportemental, alors il faut comprendre les codes culturels. Les codes culturels.
Et quels sont les clichés qu'il faut éviter quand on va en Afrique, et en RDC en particulier? Alors, je pense qu'il faut aborder ce problème à partir d'une grande méconnaissance du continent africain qui s'installe. Une Afrique qui est plurielle, hein. Oui. On a tendance à l'oublier. J'ai bien parlé du continent et j'allais y venir justement. La décolonisation a eu certainement des tas d'avantages, mais elle nous a séparés. Les Africains ont continué à nous connaître, savent d'ailleurs très bien nous connaître et nous entreprendre et nous manipuler à l'occasion, mais nous les avons oubliés. Nous les avons oubliés, nous n'avons plus de troupes spécialisées dans la savoir outre-mer. L'école de l'outre-mer qui formait nos diplomates a disparu, le SHEAM a été dissous. Donc il y a un savoir qui s'est dissipé. Et maintenant, que reste-t-il? Eh bien, il reste justement un certain nombre de clichés qui sont véhiculés par les médias, mais auxquels on ne peut pas faire grand reproche, parce que souvent, il s'agit de décrire des choses, des États en crise, des situations difficiles, des situations qui sont conflictuelles et qui ne donnent pas forcément... Alors, on a parlé de la corruption il y a quelques instants, on peut même y revenir afin de l'aborder sur d'autres points de vue, qui donnent une image qui est assez effrayante de ce continent. Et d'un continent qui, bien sûr, n'est absolument pas le même si vous êtes dans la bande sahélienne à Conakry ou parmi les gens de la forêt à Kinshasa ou à Kisangani, enfin. Et encore moins dans la Corne de l'Afrique si on se promène sur le haut plateau éthiopien ou même à Mogadiscio, en Somalie, où ce qu'il en dit est souvent parfaitement partial et souvent erroné. Yassine Sio, avant de vous installer en RDC, aviez-vous des clichés sur ce pays? Est-ce que j'avais des clichés? Non, moi j'avais juste entendu, donc juste avant d'aller en RDC, je suis allé avec quelques copains au Rwanda et en Ouganda. Et en fait, c'était des clichés qui étaient plutôt relayés par les Ougandais et Rwandais, donc j'avais entendu assez peu de choses en Europe. Les Ougandais et les Rwandais les présentaient parfois, mais c'est des rumeurs de rue auxquelles il ne faut pas accorder d'importance, mais ils disaient qu'ils n'étaient pas très travailleurs. Vous avez parlé d'ambianceurs avant, on disait que voilà, ils aimaient faire la fête du lundi au vendredi et puis qu'ils se reposaient le week-end. Donc des clichés un peu sur une certaine paresse congolaise, mais qui provenaient en fait des pays limitrophes. En Europe, j'avais entendu très peu de choses sur le Congo. Marc Fontrier, on dit de Kinshasa que c'est une des capitales les plus chères du continent. Est-ce vrai? Oui, ça c'est probablement vrai. Si je compare à d'autres capitales dans lesquelles j'ai eu l'occasion de me promener ou de séjourner, oui. Alors c'est aussi dû à un problème qui a été évoqué tout à l'heure, c'est effectivement les pressions qui sont exercées sur les gens qui y résident à travers le fisc, à travers tout ce que vous voudrez, parce que ce fisc, il va se répercuter sur un certain nombre de personnes qui vont récupérer à leur tour l'argent en procédant à des détournements ou des exigences ou des pressions. Ça, c'est incontestable. Après, il y a le regard que l'on porte sur ces phénomènes-là, qui passent souvent par des phénomènes de corruption. Hein, il faut quand même être clair. Il ne faut pas confondre, il faut savoir de quoi on parle. La corruption, les expatriés souvent vont vous parler de la corruption en fait des petits. Les petits, non. Un policier, il exige un billet ou il vous fait en sorte de l'obtenir à un carrefour parce que sa propre rémunération n'arrive pas ou est insuffisante à sa vie. Ça, c'est une forme de corruption. Après, vous avez la corruption, bien sûr, de l'appareil, qui est un autre type de corruption qui parfois résulte du même phénomène, ou bien sûr d'un laxisme parce que la justice ne s'y met pas. Et puis vous avez la corruption à très très haut niveau, qui elle est certainement la plus regrettable, parce que c'est d'elle que va résulter les corruptions d'en dessous, si vous voulez. Je prends, celui d'en dessous en a moins, et celui d'en dessous en a encore moins encore. Donc il y a une sorte de cascade dans le phénomène. Et ça m'amène, si vous me le permettez, à évoquer deux sujets qui n'ont pas encore été abordés. La justice. On y reviendra. Je me propose qu'on marque une pause pour regarder un sujet sur les devises, parce que bien que la RDC soit un pays francophone, la devise qui a cours en RDC, c'est hélas le dollar. La présence française à Kinshasa est plus particulièrement représentée dans des secteurs de l'économie tels que le pétrole, le gaz, l'extraction de minerais, le bois et aussi les infrastructures. Ce doit être une des raisons pour lesquelles les expatriés ont droit à un régime et à un taux d'imposition forfaitaire de 10% quand ils exercent dans ce domaine d'activité, surtout des activités donc minières.
et de 25% dans les autres activités. Le taux progressif normalement applicable aux résidents non expatriés peut atteindre jusqu'à 40%. En République du Congo, la devise, le franc congolais, n'est pas librement échangeable hors du pays. Par ailleurs, il est relativement facile d'ouvrir un compte sur place, auprès d'une banque locale, pour gérer ses opérations financières du quotidien, telles que le paiement du loyer, le prélèvement automatique de certaines factures, telles que le téléphone, l'électricité par exemple. Par ailleurs, une autre devise très utilisée sur le sol congolais est le US dollar. C'est la raison pour laquelle il est recommandé d'avoir un compte multidevise qui facilite la gestion à l'international de ses économies, d'un bien immobilier éventuel en France ou le paiement des études de ses enfants qui peuvent souvent les poursuivre dans un autre pays. Donc ce type de compte peut être proposé par The Bank for Expats afin de pouvoir faire des virements internationaux en ligne, du change et gérer son épargne en toute tranquillité sur des fonds et des places financières internationales avec des accès Internet très sécurisés et une banque digitale spécialement destinée aux expatriés. Quant au régime matrimonial applicable au Congo, il est calqué sur la loi belge et c'est le régime de la communauté réduite aux acquets, donc il n'est pas nécessaire de modifier celui en vigueur. Marc Frantrier, une réaction à ce sujet? Oui, je voudrais justement revenir sur... Parce qu'il faut partir de là. En fait, il me semble qu'il y a deux problématiques qui sont très lourdes et qui déterminent l'existence du Congo, sa façon de fonctionner, qui relèvent de domaines tout à fait particuliers, tout à fait différents. D'une part, il y a la justice. Vous m'avez dit que nous allions y revenir. Mais il y a autre chose encore, ce sont la destruction absolue des moyens de communication dans ce pays immense et qui font qu'il ne s'agit pas de se demander si une province est plus riche qu'une autre. Le Congo, le potentiel agricole du Congo permettrait de nourrir toute l'Afrique. Le pays est à cheval sur l'équateur. 6 mois de l'année, vous cultivez au nord, 6 mois de l'année, vous cultivez au sud, et un petit peu tout le temps, vous pouvez à peu près cultiver au milieu, d'une façon ou de l'autre. Donc, il y a ce problème de communication qui fait que la richesse est à l'est, la richesse minière est à l'est, elle est donc tournée vers l'océan Indien. Le pays, lui, sa vocation agricole n'est pas affirmée, n'est pas exploitée parce que le pays fait venir des denrées alimentaires, et vous avez une capitale qui ne sert pas à grand-chose, qui est tout à l'ouest, complètement excentrée par rapport à cette immensité. Il faut rappeler qu'en RDC, il y a 3 fuseaux horaires. Hein. Oui, il y a 3 fuseaux horaires en RDC. C'est quand même pas simple à gérer. Mais si vous n'avez pas une route qui vous permet d'aller de Kinshasa à Goma, lorsque les Belges ont lâché le Congo... Le seul moyen de transport aujourd'hui, c'est l'avion. Absolument. Pas au quotidien. Et encore, oui, oui, c'est vrai. Lorsque les Belges ont lâché le Congo, ça avait été certainement la colonisation la plus dure qu'il y ait eu en Afrique. Hein, ça, c'est certain. Des milliers de morts. Seulement, ils ont livré un pays clé en main. Il faut aussi reconnaître ça. Qui a été détruit dans les 10 ans qui ont suivi, les 15 années qui ont suivi. Il fallait une semaine pour aller de Kinshasa à Goma, par la route. Maintenant, quand vous allez de Kisangani à Goma en une semaine, c'est que vous avez vraiment réussi votre coup. Hein. Alors, ça, c'est très important parce que ça détermine tout. Le caractère excentré de Kinshasa détermine des comportements, détermine des logiques et des logiques politiques. Des logiques politiques que l'on va voir apparaître au moment des élections, parce que quand vous êtes à Maji-Maji, c'est pas la même chose que quand vous êtes à Kinshasa. Et SNCO, vous l'avez ressenti, ce décalage, cette immensité de la RDC quand vous viviez à l'Est par rapport à Kinshasa, qui est quand même le centre à la fois économique et politique. Oui, le meilleur exemple, c'est qu'en étant resté pourtant sur place presque 2 ans et demi, j'ai jamais mis les pieds à Kinshasa. Je n'y suis jamais allé parce qu'il n'y avait pas assez de vols, c'est très cher. Ça coûte presque $500 pour faire un Goma-Kinshasa, par lequel vous faites une escale en plus à Kisangani, donc parfois c'est sur 2 jours. Donc des très mauvais moyens de communication, et d'ailleurs on l'a bien vu l'année dernière au moment de la victoire de l'armée congolaise sur la rébellion. Le président Kabila a voulu faire une tournée dans la région et lui-même s'est empêtré sur les routes qui étaient désastreuses et a tenté une opération de com en montrant que lui-même essayait de reboucher les trous, ce qui a été catastrophique évidemment. Donc ça montrait que même pour le président, les routes sont... Il y a 850 km entre Kisangani et Butembo, là où moi je me trouvais. Vous avez parfois, c'est pas des nids de poules, c'est des trous, des cratères qui sont dans le sol, qui sont aussi au moment de la saison des pluies, la route est impraticable, ce qui fait qu'il y a des centaines de morts sur ces routes-là chaque année en RDC. Donc oui, les moyens de communication sont catastrophiques. Marc Franquier. Les Congolais appellent l'office des routes l'office des trous.
Oui, c'est révélateur. En RDC. C'est révélateur, et pour donner un petit exemple, normalement, il y a une entité étatique qui est censée s'en occuper, qui s'appelle le FONER, donc le Fonds de rétablissement d'entretien des routes. Et eux, par exemple, étaient en fait nos principaux racketteurs sur ces routes-là, donc ils nous renseignaient au quotidien, on demandait quelle était la raison de ces taxes. C'était apparemment pour reboucher les trous. Moi, j'ai jamais vu aucun ouvrier qui travaillait en 2 ans et demi. Marc Frontier, un mot sur la justice avant de conclure ce plateau sur Kinshasa. La justice congolaise a toujours été jugée à l'aune des 2 procès célèbres qu'il y a eu au moment des assassinats, notamment du défenseur des droits de l'homme, Chebeya, mais également de l'assassinat de certains journalistes, de Radio Okapi notamment. Quel regard vous portez sur cette justice congolaise ? C'est le problème. C'est un problème fondamental. Le président Kabila a essayé de ce fils, n'est-ce pas, a essayé de s'y attaquer à ce problème-là. Il tente, d'ailleurs, malgré tout le mal que tout le monde s'applique à dire à son propos. Il faut savoir qu'il n'a pas la partie facile, en l'occurrence. La justice, elle est complètement pourrie. Ce sont les juges qui sont pourris. Le pire des métiers en RDC, c'est avocat. Parce qu'un avocat, ça ne sert à rien. On achète le juge. Une fois qu'on a acheté le juge, les carottes sont cuites. C'est même pas la peine de s'embêter à aller plus loin. Alors l'avocat, lui, là-dedans, il n'a pas de... À la limite, il peut porter des enveloppes, mais ça se résume à ça. Et tant que ce problème de justice ne sera pas réglé, rien ne sera réglé. Tout est vénalisé. Jusqu'aux copies des élèves. Vous avez alors en argent ou en avantage en nature. On parle dans les examens, pour les filles, on parle de points sexuellement transmissibles. C'est quand même pas rien. Et c'est toute la chaîne qui fonctionne comme ça. Alors à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous n'avez pas un organisme fiable qui est en mesure de faire valoir un État de droit, au sens juridique du terme, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et c'est ça le problème. Quand vous aurez remis des routes et quand vous aurez créé un système de justice crédible, beaucoup de choses changeront, naturellement. Yacine Sio, un mot de conclusion. Faut-il, malgré tous ces points négatifs, être tenté d'investir en RDC, de s'y installer ? Bon, si la question c'est il faut répondre à oui ou non, oui, évidemment il faut aller en RDC, j'encourage tous les Français à le faire. Maintenant, gardez en tête, surtout par rapport à ce que disait l'ambassadeur et Monsieur Giraud aussi avant, de garder en tête le grand flou dans lequel la RDC va y plonger là en 2015 par rapport aux élections de 2016. En 2016, ouais. Oui, par rapport aux élections de 2016, parce qu'il y aura quand même des élections locales, municipales et provinciales en 2015. Je rappelle que vous avez vécu les élections de 2011. Oui, j'étais sur place. Donc il y avait à la fois une effervescence citoyenne, mais dans le domaine des affaires, par contre, il y avait une psychose. Il y a eu aussi une inflation des denrées alimentaires. Les frontières ont été bloquées pendant 3 semaines avant, 3 semaines après. Donc la situation n'était pas très facile. Mais si pour répondre à la question, est-ce que les Français doivent s'y rendre ? Oui, bien entendu, mais quand même en gardant en tête tout ce que M. Fontrier a à dire aussi, parce que c'est au Congo, si vous y allez et que vous avez envie d'investir et que vous faites face à la justice, à l'administration, au fisc et tout ça, c'est un vrai yo-yo émotionnel. Vous passez de la joie à la tristesse dans la même journée. Marc Frontier, un mot de conclusion ? Non, c'est tout à fait ça. Il faut absolument y aller. On ne peut pas avoir politiquement, déjà, des paroles ou des gestes arrogants à l'égard du gouvernement congolais. Ça, c'est fondamental. Ces gens-là sont sensibles, sont réceptifs à toute forme de mépris, donc il faut être très prudent là-dessus. Maintenant, on ne peut pas, si on prétend être un grand pays comme nous le sommes, faire l'impasse sur le plus grand pays d'Afrique, qui a le sous-sol le plus riche d'Afrique et un des sous-sols les plus riches de la planète. Il faut savoir ce que l'on veut. Donc il faut surtout aller au Congo parce que c'est la présence de ces étrangers, la présence d'entreprises que l'on peut espérer loyales qui vont permettre aux choses de changer. Parce que les Congolais sont en train de s'embourber avec des contrats léonins malhonnêtes passés avec des pays qui leur volent leurs diamants, qui leur volent leur cobalt, qui leur volent leur cuivre, qui leur volent leur terre également. On parlait de la terre tout à l'heure, mais qui les volent d'ailleurs pas seulement au Congo, entendons-nous. Mais c'est quelque chose de très important. Une entreprise aussi magnifique que la MIBA, la Gécamine, etc., sont tombées à 80% dans l'escarcelle d'opérateurs étrangers. Ça veut dire que le paysan à 50 km de Kinshasa n'aura pas de quoi acheter des intrants pour cultiver sa terre. Ce sera le mot de la fin. Merci à Marc Frontrier. Je rappelle que vous êtes consultant Afrique d'itinéraire interculturel et puis à Yacine Sio, cofondateur d'Amani Express.